Je vais vous donner comme d'habitude les procurations qui ont été données. Valérie François a donné procuration à Pierre Paul. Catherine a donné procuration à Michel Moulin. Laborie Jean-Luc a donné procuration à Guy Florac. Pour le Lignon, Labrande Pierre a donné procuration à Marielle Alary. À Martel, Madame Fournier-Bourgeat a donné procuration à Yannick Coupéry, qu'on accueille pour la première fois et on salue à ses conseils communautaires. Oui, qui remplace M. Daubert avec Levé qui a donné sa démission parce qu'il ne pouvait pas assister. Ensuite, M. Bardet Frédéric de Mérignac a donné procuration à Didier Bess. Thierry Guillaume a donné procuration à Jacques Retouché. André Ambroseski a donné procuration à Caroline May. Pour Saint-Cyril Delpierre a donné procuration à Patrick Peyrani. De Saint-Jean-d'Espinasse, Sophie Bouen a donné procuration à Lénousière. Pour Suyac, Ligue Cid a donné procuration à M. Rabutou Claude. Et Vidal Alain a donné procuration à Madame Jallet Marie-Claude. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Si c'est le cas, il a été vous l'excuser. Et François Monet, il a donné, la première procuration, a donné procuration à Jacques-Christophe Cid. Voilà, allez, on démarre. Désignation des secrétaires de séance, ça c'est pour vérifier les appels, comme d'habitude. Je propose le nom de Éric Lascombe, qui est volontaire désigné. Et alors, je le mets au vote, s'il n'y a pas d'autres candidats. Ouais, je soucierai qu'il faudra qu'il y ait une nacelle pour équilibrer le rétro qui est pendu au plafond. Voilà. Pourquoi qu'on est dans la montagne? Allez. Un vote. M. Guillot, Jean-Jacques Guillot. Ah oui, voilà. Il vérifie l'alignement du rétroprojecteur. Donc, merci à vous tous pour ce secrétaire de séance. Donc, premier point, c'est l'approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 7 avril. Comme à chaque fois, je sais que vous l'avez tous lu, relu, vérifié. Je vous pose la question s'il y a des questions ou des remarques particulières sur ce conseil. Je vous pose la question. Mais pas de remarques particulières, ce qu'il avait été écrit. Donc on remercie les personnes qui sont en charge de ce dur travail. C'est pas toujours simple de procéder à la retranscription complète du conseil communautaire. Non, merci. Donc je le mets au vote. Alors, tout le monde a voté, merci, j'ai approuvé l'unanimité. Ok, allez, on passe au point suivant, qui est un ajustement, une proposition d'ajustement au niveau des frais de remboursement de participation pour les organisations des frais alimentaires et de réception dans le cadre des instances communautaires. Donc, vous savez, jusqu'à maintenant, les frais qui est 500 € pour les conseils communautaires et 300 € pour les bureaux communautaires. Et on voit souvent que pour les conseils communautaires,
C'est assez difficile à 500 € d'y arriver. Bon, 1000 € c'est large, mais ça nous permettra de tenir quand même quelques années, de pouvoir faire quelques extras si jamais c'est nécessaire. Et 300 € on ne bougerait pas au niveau des bureaux communautaires. Bon, on est souvent 30-35 adhérents, ça fait à peu près 8-10 € par personne, c'est pas mal. Voilà, ce qui me semble assez logique, et de pouvoir le réajuster pour les conseils communautaires. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette proposition? Et bien, s'il n'y en a pas, je sais que je comprends que vous voulez bien manger, donc je le mets au vote. Je sais que ça va rassurer monsieur le maire de Gramma, qui pourra l'année prochaine consacrer. Allez, tout le monde a voté, merci. Donc c'est approuvé à l'unanimité, ça nous permettra de... Allez, point suivant. Un sujet, alors qu'on vous met à délibération, mais on aurait pu éventuellement ne pas le faire, dans la mesure où si on exerce, comme on va vous proposer l'exercice du droit commun, donc on n'était pas sûr qui le présenter, mais moi je préférais quand même qu'on le présente. C'est dans la composition des conseils communautaires du prochain conseil, après les élections de mars 2026, avec le renouvellement des conseils municipaux. On doit redéfinir le nombre des conseillers communautaires. Alors, il y a une règle qui est présentée par les pouvoirs publics qui nous dit qu'il y a deux solutions. Où on trouve un accord local avec des règles bien précises d'attribution du nombre de postes et de répartition des postes avec une règle proportionnelle et en fonction du nombre d'habitants, ou la règle de droit commun qui a été retenue et qui vous est proposée là. Cette règle de droit commun, pour nous, on a regardé en réunion des VP en commun, ça nous a semblé le plus logique, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a 104 conseillers communautaires. La règle du droit commun nous en donnerait, en fonction de l'évolution de la population, 103. Et il y aurait très peu de mouvements sur la répartition par les communes. Il y a une commune qui perd, une grande commune, c'est Saint-Cyril, qui perdait un conseil communautaire. Alors je vais reprendre ma liste, je 2 minutes, voilà, je l'ai là. Saint-Cyril perdait un conseil communautaire et Pierre-sur-Serre perdait un conseiller communautaire. Le Bignon-en-Quercy perdait un conseiller. Et Bétail et Pibreuil passeraient de 1 à 2 conseillers communautaires. Voilà, donc ça vient. C'est qui permettrait de très peu impacter la répartition des conseils communautaires au global sur le territoire. Ça a très bien fonctionné jusqu'à maintenant, depuis la création de Commandant, depuis que ça a été revoté en 2019, par rapport aux élections de 2020. Voilà, je pense que c'est son nouvelle logique. On vous propose de rester sur cette répartition, mais il s'agit aussi derrière oui, j'ai réussi à donner la parole, de faire si un accord local, il faut trouver un accord avec, que ce soit, c'est plus le conseil communautaire qui le valide, c'est l'ensemble des communes qui doivent valider un accord local à la majorité qualifiée des 2 tiers et avec la majorité de tiers doit représenter plus de 50% de la population. Si j'ai bien retenu la leçon, c'est bien ça. Voilà. Mais je sais qu'il y a des interventions. Monsieur Licontou. Oui, moi je préfère donc, effectivement, en fait, quand on regarde la répartition d'un accord local, il est beaucoup plus juste, puisqu'on a plusieurs communes, au moins 6, mais il pourrait y en avoir peut-être 3-4 de plus, qui pourraient rentrer dans le fait qu'ils approchent les 1000 habitants et qu'ils auraient 2 élus au lieu de 1. Parce qu'en fait, il y a une ville qui, par exemple, aura 3500 habitants et 7 élus. J'ai pris 6 communes qui feront 4850 habitants, et avec tout ça, avec 1350 de plus, elles auront un élu de moins.
Donc c'est quand même assez déséquilibré. Le droit commun là est assez déséquilibré, voire très déséquilibré pour les communes, pour 6 à 7 communes, quoi, qui... si, j'ai les deux tableaux, j'ai regardé les deux tableaux. Ah, Régis, je vais te répondre. C'est vrai qu'il y a plusieurs calculs qui ont été faits par Camille, que je remercie pour le travail qui a été fait. Aujourd'hui, tous les calculs, parce que c'est des calculs à la proportionnelle, c'est pas des calculs avec des seuils de nombre d'habitants, c'est des calculs à la proportionnelle. Donc il peut y avoir 10 habitants de plus ou de moins qui fait varier de un conseil communautaire. Mais c'est la règle de la proportionnelle, on y pourrait aller comme ça. Et dans le meilleur des cas, on passerait à 108 conseillers communautaires. On n'en gagnerait pas là, et ça déséquilibrerait, au contraire de ce que tu dis, totalement la répartition des grandes villes. Voilà. Après, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je vous le mets à discussion. Moi, je pense que la répartition du droit commun, telle qu'elle avait été établie aujourd'hui, elle est pratiquement maintenue dans la répartition qui est proposée. On a très bien fonctionné au niveau des conseils communautaires et de la gestion du territoire pendant ce temps-là. Voilà. Moi, je ne vois pas quelle est la raison de la modifier. Et au déséquilibre de grosses communes, ce seraient les grandes communes qui perdraient le plus pour que des communes de 1000 à 1500 gagneraient plus de conseils communautaires. Voilà. C'est un problème de répartition. Et après, la proportionnelle fait qu'à quelques dizaines d'habitants près, on peut avoir un conseiller de plus ou de moins. Il y a 2-3 communes qui perdent 1 et il y a 6 communes qui en gagnent 2. C'est pas des équilibres aussi énormes que ça. En tous les cas, un nombre d'habitants, par exemple, c'est peut-être pas ça qui est à prendre en compte, mais un nombre d'habitants, c'est très déséquilibré. Vous avez 7 élus et 1 dans les 1000, ça ne fait pas 7 fois plus la population, elle est de 4 fois plus, même pas. Elle est de 3 fois et demi plus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Je le mets au vote. Allez, il ouvre un bouton. Allez, c'est le résultat, on va le découvrir. Donc, sur les 82 votants, il y a 76 pour, 2 contre et combien d'abstentions? 4 abstentions. Voilà. Donc la délibération de droit commun, la répartition de droit commun est retenue pour le prochain conseil communautaire. Allez, on passe au sujet suivant. Donc là, c'est une proposition d'aide à l'association Bodega Souillac. Donc je vais vous présenter. En fait, on avait mis en ligne budgétaire, il est prévu 1500 €, et pour pouvoir participer, alors c'est une erreur de ma part, de lecture du dossier, je vous l'avoue franchement, et il y avait une proposition de mécénat à 2500 €, et ça leur permettrait, à partir de l'année prochaine, de demander des subventions à la région qui ne pourront pas obtenir cette année. Donc il faut passer de passer de 1500 à 2500 la ligne budgétaire proposée pour cette association. Alors l'association Bodega, c'est 5 associations sportives de Souillac qui font une soirée pour récupérer des fonds pour alimenter leur budget. Ils se sont regroupés déjà une année, ils ont fait déjà une soirée, ça avait plutôt bien marché, ils ont équilibré le budget, ils n'ont pas gagné trop d'argent, mais cette année ils recommencent avec une organisation bien supérieure sur 2 jours à Souillac, et soutenu par l'ensemble des bénévoles des différentes associations sportives pour essayer de gagner des sous pour faire l'organisation et leur manifestation tout au long de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande?
Alors en Alsacien, il y a le rugby, il y a le tennis, il y a le vélo, il y a le hand, et j'ai un trou de... et la natation. Merci. C'est genre... Voilà, 5 associations. Alors ils avaient beaucoup de demandes d'autres associations de Souillac pour rentrer, mais comme ils étaient le premier, ils ont voulu rester au même nombre et partir. Et l'an prochain, ils pourront bénéficier des deux mensualisations parce qu'il faut première année que la communauté de communes des ailes pour qu'elle puisse bénéficier des subventions région. Voilà. Oui. Je vais faire la réflexion qui doit se faire par la déléguée des sports. Je suppose que la manifestation sera sans alcool. Je n'irai pas vérifier. J'irai vérifier. Je te le dirai après. C'est de sangria sans alcool. Allez, c'est le nouveau vote. Allez, tout le monde a voté. Merci pour les beaux dégâts. Ça, d'accord. On avait noté. Donc, sujet suivant, je passe la parole à Jean-Christophe Silbert, vice-président à l'économie, pour la présentation de 2 dossiers. Merci Président, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Je vais vous présenter 2 dossiers pour l'aide à l'immobilier d'entreprise. La première aide, c'est pour les entreprises Pimélec, Solaire et Lambert, donc le gérant est exactement le même. On avait délibéré, alors c'est un bâtiment qui va se trouver sur la zone d'activité de la Perrière à Bétail. On a délibéré il y a quelques semaines au bureau pour l'achat du terrain, qui fait, je crois, 170 000 euros. Pardon. Donc ce bâtiment de 4000 m², c'est par rapport à la croissance, l'amélioration de l'outil de production de ces 2 sociétés. Bien sûr, le bénéfice et l'augmentation de la capacité de production. Pour ces sociétés, la réduction du délai de livraison, évidemment, si les 2 sociétés sont à côté, ça va réduire. Surtout important, une création d'emplois, de nouveaux emplois directs sur ces 2 sociétés, une croissance significative de chiffre d'affaires. L'entreprise nous dit qu'entre 2023 et 2028, il va carrément doubler son chiffre d'affaires sur les 2 sociétés. Voilà, synergie combinaison de compétences en construction métallique, puisque la société, je rappelle que la société, pour ceux qui ne connaissent pas, Lambert fait des constructions métalliques et des panneaux solaires pour la société Pumélec. Voilà, il y a des solutions innovantes, puisque c'est des choses qui évoluent rapidement. Donc le budget global du bâtiment, il est quand même de 2,7 millions hors taxes, uniquement au niveau de l'immobilier, et sur la totalité avec la production, ça fait un budget global de 4,3 millions d'euros. Donc la demande de subvention est pour Coval d'Or de 100 000 euros, et il y a évidemment une subvention qui est en cours pour le FEDER de la région Occitanie. Je voulais vous dire que sur ce dossier est passé à la commission économique avec une unanimité de la commission économique et des membres. Je voulais aussi vous dire, c'était une demande un petit peu de tout le monde. Depuis ce dossier-là, et c'est le premier dossier qu'on avait passé en commission économique en fin d'année dernière, il y a 2 tuteurs qui sont désignés pour suivre ce dossier. Alors, une fois que la délibération est prise, ces 2 tuteurs vont rentrer. Alors pourquoi 2 ? Parce que c'est mieux d'être 2 que 1. Voilà. Et puis aussi parce que l'idée c'est que ces tuteurs suivent un peu à tour de rôle ou en commun. Et si mes souvenirs sont bons, même si je ne l'ai pas noté, je crois que c'est Régis Pontou et Gaël Josse qui sont sur ce dossier-là, en suivi et avoir un retour évidemment de ces aides qu'on donne à l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ?
Donc sur ce dossier, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, c'est Pierre Prangère. Parce que si vous voulez, c'est la communauté de communes de Quercy-Dordogne qui, à ce moment-là, avait fait son premier PLUI, où on recherchait des zones pour pouvoir développer effectivement une zone d'activité. Et on a trouvé ce terrain. On avait commencé à dire on va l'acheter, et puis on en a acheté 6 hectares, et puis on a dit, je me rappelle bien, pourquoi on n'achète pas 6 de plus, puisqu'il y avait des papis là, qui avaient arrivé à la retraite, et ces papis, ils étaient difficiles à convaincre. Et Pierre Prangère, il allait voir le Ricard toutes les semaines, à peu près, avec eux pour essayer de nouer le truc. Et on a acheté ces 12 hectares, on nous a pris un peu pour des fous parce que ça a duré, que c'est resté un peu sans trop d'installation. On en a viabilisé 6 hectares, il en reste 6 à viabiliser. Et ces 12 hectares aujourd'hui, ils sont reconnus au niveau de la région. Et je pense que c'est une très bonne opération. On avait acheté ça à 2,50 €. C'est tout là, c'était une bonne opération. Je voulais le rendre ce petit hommage parce qu'il y avait beaucoup travaillé. Voilà. Allez, merci pour lui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier qui est un très beau dossier qui permettra aussi un vrai développement de cette entreprise sur le plan local? Pas de questions, je mets au vote. Donc, merci pour le vote, 82 pour, unanimité pour ce dossier, merci. Donc, dossier suivant, Jean-Christophe, pour toujours une immobilier entreprise avec les fermiers de Rocamadour. Voilà, donc une aide immobilière sur les fermiers de Rocamadour qui se trouve à Lignac, comme son nom le dit. C'est une installation de production à Lignac avec une modernisation de l'outil de production, un agrandissement, alors qui est bien avancé parce que ceux qui passent devant le peuvent le voir, c'est 220 mètres carrés, il y a à la fois un pôle de production, une réduction de lait, et puis une petite boutique de vente directe qui se trouve aujourd'hui avec un petit camion devant et qui va être évidemment dans ce bâtiment de agrandissement. Donc c'est de l'agroalimentaire, le budget de l'immobilier pour 819 000 €. Un total projet 1,47 € avec l'activité. Ça accroît la production pour répondre au marché de la MDD et de Rocamadour, développer commercialement, les référencements et surtout la vente directe qui, vous le savez, est quand même quelque chose qui est important, plus 10%. Il y aura aussi 3 emplois supplémentaires qui vont être créés sur cette entreprise. Évidemment, l'impact, c'est la soutien à la filière Rocamadour où on doit, évidemment, et je rappelle aussi que les fermiers de Rocamadour travaillent avec des producteurs locaux, et j'allais dire du Calibou, c'est du lait qui arrive du local. Voilà, donc construction des entreprises locales, ils ont fait travailler quasiment que des entreprises lotoises ou de proximité. Donc la demande de subvention, elle est aussi là à 100 000 €. Et ce qui est important de dire par rapport à l'autre, c'est que le FEDER, qui est la même chose que tout à l'heure, mais là c'est agricole, en cours d'instruction, et le cofinancement est obligatoire de Val d'Or s'ils veulent avoir une subvention FEDER. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui, est-ce qu'ils produisent des produits ou est-ce qu'il faut que transformer? Pour ma connaissance, ils font toute la fabrication, ils reçoivent le lait ou ils reçoivent du lait qui est fait par des éleveurs locaux et ils transforment jusqu'au fromage définitif. Donc il y a toute la chaîne de fabrication du fromage. Parce qu'on a quand même le secteur aussi des gens qui produisent le lait et qui produisent du fromage aussi. Ça va pas faire tout le doublon. Alors, ils sont à la recherche, enfin pas de doublons, mais surtout ils sont à la recherche de lait supplémentaire. C'est-à-dire que, évidemment, la problématique c'est le lait. Il y a un manque de lait. Donc, s'ils pouvaient produire, j'ai vraiment l'impression que tous les producteurs de Rocamadour auront envie d'avoir du lait supplémentaire pour produire. Voilà, il n'y a pas comment vous expliquer ça. Ça ne posera pas un problème sur les autres producteurs locaux
qui s'arrête petit. Puis je vous rappelle que c'est quand même une organisation dans sa SAS, on va pas rentrer dans le détail, mais dans cette SAS fermée de Rocamadour, il y a vraiment des producteurs, quoi. C'est pas, voilà, ça paraît un petit peu comme ça, vu l'agrandissement de Paris un peu industriel, c'est vraiment du local, quoi. Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'industriel. Ce que je peux rajouter, c'est au contraire pour les producteurs locaux, pour certains ça a été une chance. Pourquoi? Parce que si vous voulez commercialiser une partie de leur lait, ils peuvent le faire à la ferme et ils arrivent à le vendre, et tout le reste, il part à la coopérative. Donc en plus effectivement d'avoir une coopérative qui a pris un certain volume et qui aujourd'hui a une place sur le marché, il conforte les producteurs locaux. Donc là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste un mot, Président. Une précision, pour faire un lien entre les deux dossiers de soutien aux entreprises, c'est que la plus grande partie du chantier de l'agrandissement de la fromagerie a été réalisé par Mandela. Voilà. Et une autre précision, donc c'est bien les fermiers, c'est pas les fermiers de Rocamadour à Lignac qui a passé la Yorine anomalie, c'est les fermiers du Rocamadour à Lignac. Voilà, du Rocamadour, ça s'appelle. Merci pour cette précision. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Et eux, comme d'autres producteurs, gros producteurs de fromage, sont à la recherche de lait, de cahiers et de producteurs. Donc, et ça contracte, ils font des contrats et qui assurent un revenu économique et un débouché à bon nombre d'éleveurs localement. Donc, il n'y a aucun souci à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Et le temps que vous votez, je vous rappellerai que le week-end prochain, dimanche prochain, vous avez la fête des fromages à Rocamadour. Le week-end prochain, et vous êtes bien sûr, je vous invite à y assister pour visiter. Et le fromage qui vient devant, c'est les poisses. Et tout le monde a voté, tout le monde a validé à l'unanimité. Merci. Donc, dossier suivant, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. Alors, Guillaume s'excuse, il n'a pas pu venir pour présenter le dossier, donc je vais le présenter à sa place. Et c'est quelque chose qui vous a déjà été représenté, mais qu'on valide un conseil communautaire. C'est le règlement d'attribution des aides dans le cadre de la rénovation de l'habitat par le dossier Rocamadour qu'on a mis en place et qu'on vous a déjà présenté lors de la CIM Habitat à Vérac. Il y a quelques jours. Donc, si on rappelle, il y a une enveloppe de travaux de 200 000 € dans le cadre des travaux de la rénovation de l'habitat qui est fait, avec des critères d'attribution en fonction de si vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur. La répartition, c'est 10% pour les travaux lourds, pour les propriétaires occupants, 10% du montant des travaux hors taxe avec un plafond de 6 000 € maximum. Si vous êtes propriétaire ailleurs, c'est 10% du montant avec un plafond de 8 000 € par projet. L'aide à la rénovation énergétique, c'est 10% du montant des travaux avec un plafond de 5 000 €. Et dans les matériaux biosourcés, c'est 30% du montant hors taxe avec un plafond de 3 000 €. Et ces aides sont cumulables. Et je vous rappelle que pour bénéficier, il faut passer par la plateforme Rénovandor avec le numéro de téléphone qui est 0800 et là, il faut passer par eux, ils valident votre dossier et ils le font remonter derrière. Une fois que le dossier est complet, ils le font remonter à Coraldon. Et ensuite, vous avez la deuxième présentation qui est par rapport c'est une condition de ressources pour bénéficier des aides dans les propriétaires occupants. Vous avez le tableau des ressources qui sont prises en fonction de la composition du ménage. Ça, c'est le même tableau qui est pris par l'ANA pour l'attribution des aides et des dossiers qui s'instruisent dans le cadre de la rénovation de l'habitat.
Voilà, ça a déjà été présenté, mais je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions ou des interrogations. On va essayer d'y répondre si c'est possible. S'il n'y en a pas, c'est que vous avez tout compris. Je le mets au vote. Il y a 2 votes. Alors, moi, pour la première, c'est le règlement d'attribution. Et après. Allez, il reste d'autres votants. Ah, il y en a qui ne passent pas. Yannick, ça ne passe pas. M. Peyrani. Allez, c'est bon, parfait. C'est validé à l'unanimité. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer au deuxième vote qui est l'attribution l'approbation du règlement en fonction des ressources financières. Allez, c'est mis au vote. Ah là, j'ai des plus vite. Ouais. Vous êtes rodés maintenant, donc c'est voté à l'unanimité. Merci. Allez, dossier suivant. Donc on passe à l'approbation pour la modification d'ajustement de la convention pour la mise à disposition des chapiteaux pour les associations. Et je donne la parole à Francis Laquerose. Et merci Président, bonsoir à toutes et tous. Tout simplement donc cette convention donc, de mise à disposition donc, a été revue donc, suite à quelques événements donc, qui ont été faits donc, depuis contestés par nos agents techniques. Donc tout simplement on fera ce soir un petit rappel quand même sur ces chapiteaux-là. Donc il faut savoir que la communauté de communes met à disposition donc, des chapiteaux. Donc il y a 2 catégories, hein. Il y a des catégories donc, de 0 à 180 mètres carrés et puis plus de 180 mètres carrés, 180 mètres carrés. Donc tout simplement pour les chapiteaux donc, de petits gabarits, donc entre les 9 et 40 mètres carrés, donc ils sont mis à disposition. Je vous rappelle donc que cette mise à disposition est gratuite pour les communes et les associations. Bien sûr, le but c'est de favoriser tous les accompagnements des manifestations donc, de nos communes et celles des associations donc, de notre territoire. Donc les procédures donc, de mise en place de ces chapiteaux, donc de faible surface, donc ce sont des facilités donc, de manutention. Donc en général, ces chapiteaux sont retirés et réintégrés donc, dans le centre technique. Pour les communes et les associations, le montage et démontage s'effectue bien sûr par leurs propres soins. Et ces pratiques donc, sont devenues maintenant courantes donc, pour l'ensemble du monde. Les mesures sécuritaires d'accompagnement sont respectées, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc responsabilités sont assurées là aussi donc, par les utilisateurs de l'enlèvement et le retour au centre technique. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, donc, tout marche bien donc, pour ce type de chapiteaux, donc, et notamment une convention qui décrit pour chacune des parties donc bien sûr les rôles donc, de chacun et les responsabilités de chacun et de chacune. Ensuite, donc là où ça pêche un petit peu, donc on a quelques déboires aussi également, donc c'est pour les chapiteaux, donc ils font 180 mètres carrés et plus. Là aussi, donc on a des problèmes particuliers donc, de transport, donc les transports sont assurés donc, par nos agents, donc le montage, le démontage et les stages sont normalement importants et nécessitent des engagements de chacune des parties. En général, ce sont les communes, bien sûr, les associations qui se partagent donc, ces responsabilités-là et qui souhaitent bien sûr l'utilisation pour leur compte. Les chapiteaux font l'objet d'une demande spécifique qui est adressée bien sûr au centre technique du secteur.
Confirmation de réservation, donc là c'est peut-être un petit peu une nouveauté aussi. Confirmation de réservation qui est faite auprès du demandeur. Et dans ce courrier, donc en général, donc bien souvent donc, par messagerie électronique, donc les conditions particulières de mise à disposition spécifiées. Ce sont des mises à disposition donc avec limite d'utilisation en cas d'intempéries, on peut donc les monter. Et ensuite, disposition d'installation après visite de la surface d'assise du chapiteau par un agent technique. Donc maintenant, on n'intervient pas, on ne monte pas les chapiteaux n'importe comment, on va visiter avant le site pour savoir si c'est faisable ou moins faisable. Et les dispositions de sécurité sont également à observer donc, lors du montage et démontage. Donc tout ça, c'est dans le courrier donc, de réponse par rapport à la demande. Donc, en ce qui concerne les conditions particulières de montage et démontage, donc elles sont contenues bien sûr dans la convention que je vais vous soumettre aujourd'hui et qui modifie spécifiquement donc, les rôles de chacune des parties. Donc, il faut savoir que ces chapiteaux, bien sûr, sont mis à disposition des associations des communes. C'est un agent technique donc, qui fait le transport, donc à la fois pour le montage et après pour la récupération. Donc, pour le montage et le démontage, donc, ce sera à 2 agents donc, qui seront simplement donc, présents sur le site donc, du montage et du démontage. Bien sûr, donc, cet agent sera en responsabilité, donc, sera chargé de transmettre les consignes de sécurité donc, et d'expliquer la technique de montage et démontage à la personne donc, de l'association ou de la commune. Et bien sûr, cette personne-là, donc, qui elle répercutera, je dirais, l'ensemble des éléments sur les bénévoles, bien sûr, qu'elle aura donc, recueillis pour faire ces montages et ces démontages. Donc, je veux dire par là qu'à ce moment-là, donc, dès lors que les consignes seront passées, c'est donc cette personne donc, qui est éventuellement responsable donc, et délégué donc, par rapport à la commune et à l'association, qui donc, prendra en charge l'ensemble de la responsabilité de mise à disposition de du chapiteau. Donc, il lui appartiendra bien sûr à cette personne de prendre toutes les dispositions nécessaires dans les consignes de sécurité envers les bénévoles. Donc, je rappelle aussi que les bénévoles donc, ils doivent être à minima donc, au nombre de 10. Donc, si éventuellement c'est un sous-nombre, donc l'agent pourra dire donc on démonte ou on ne démonte pas, ou on ne monte pas. Donc, voilà. Donc, dans le cadre de cette mise à disposition des chapiteaux, il est demandé, bien sûr, également de respecter les horaires convenus. Donc, s'il y en a, s'ils sont à 6 et que les autres arrivent 3 heures après, donc ça ne peut pas le faire. Donc, tout simplement, je voudrais dire qu'il y a une mise en garde. Donc, l'agent technique de la communauté de communes sera respecté par l'ensemble des bénévoles, donc au moins ça. Donc, et bien sûr, on établira un contrat contradictoire au moment de la réception donc, de l'état des lieux, déjà dans un premier temps. Ensuite, au moment de la conformité lors des opérations de montage et démontage. Et je tiens à dire, rappeler donc, tout simplement qu'en cas de non-respect des consignes, l'agent pourra annuler donc, de plein droit le montage et ou le démontage, donc, éventuellement donc, de l'opération. Sans oublier que la facturation donc, restera également effective. Voilà. En cas de non-respect également de nombre normal, nominal donc, de personnes affectées au montage et au démontage, aussi, donc, ça pourra faire l'objet de ne pas donc, donc, le faire donc, ce travail-là. Donc tout simplement, un dernier cas donc, tout à fait récent, donc, il y a eu un refus de se soumettre donc, au règlement qui est fixé par la convention de la part de la commune, ou du responsable de la commune de l'association. Donc ça veut dire qu'en quelque part, donc, on prendra donc, également, je dirais, la tâche donc, de dire que tout simplement cette commune ou cette association sera exclue donc, des prochaines mises à disposition donc, des chapiteaux. Donc c'est tout de même malheureux d'arriver donc, à des situations de ce type-là, mais on ne peut pas faire autrement, donc, parce qu'en fin de compte, donc, on n'arrivera plus à faire les choses donc, correctement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc, dans cette mise à disposition. Donc tout est contenu donc, dans la convention. Donc juste un petit rappel donc, qui intéresse donc, tout le monde, c'est que les petits chapiteaux sont gratuits.
et que les chapiteaux donc, de 50 mètres carrés et plus, c'est 350 €. Donc, alors que dans le prix public, donc, ça se trouve dans environ 1500 à 2000 €. Donc il faut faire la différence entre les deux donc, et bien choisir au bon moment. Et voilà, ben, écoutez, je vous propose d'adopter, valider cette nouvelle convention dans laquelle on trouve l'ensemble de ces clauses-là, donc bien sûr avec remédier à l'ensemble des problématiques donc, qui ont été antérieurement connues. Voilà. Donc vous avez des exemples d'ailleurs sur la diapositive suivante qui est donc un exemple donc, de démontage qu'on a eu sur le secteur de bétail avec des problématiques de sécurité. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Francis, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais malheureusement, il y a toujours quelques exceptions et qui font que il y a quelques règles qu'il faut respecter. La plupart des communes qui demandent l'allocation des chapiteaux, on les connaît, c'est déjà habituel, ça se passe bien, les sites sont connus, c'est plat, et s'il y a des nouvelles demandes, il faudra vérifier la pénalité de la surface, parce qu'on ne peut pas non plus, ça a été fait à quelques reprises, mais c'est plus le cas aujourd'hui, où il fallait, d'un côté, il y avait 50 de faux niveau, d'un côté à l'autre, donc là c'est pas possible. En termes de réglementation, c'est pas possible. Et surtout, il faut que les gens arrivent en même temps, qu'il y ait 8 à 10 personnes qui soient là en même temps, qui écoutent les consignes de sécurité, qui seront, c'est le président de l'association ou le maire qui sera responsable du montage. Voilà. C'est bien, c'est normal. C'est le président de l'association qui loue, c'est lui qui prend la responsabilité de l'équipe qui monte. Voilà. Ce qui est quand même assez logique. Mais je tiens à vous rassurer, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Voilà. S'il vous plaît. Oui, monsieur Gélard. Les bénévoles, ils sont assurés. Les bénévoles sont assurés par l'association. C'est l'association qui doit couvrir, qui couvre ces bénévoles. C'est pas la communauté de commune de couvrir les bénévoles. Il faut être sûr. Oui, il faut être sûr. Mais c'est à l'association de s'assurer. Vous savez, si l'association fait une organisation et qu'elle mobilise des bénévoles, qu'elle ne couvre pas ses bénévoles, il ne vaut mieux pas qu'elle organise quelque chose. Hein. C'est quand même la priorité de l'association, c'est de s'assurer, avec l'assurance qu'elle prend de responsabilité civile, qu'elle couvre un certain nombre de bénévoles. Si elle ne le fait pas, c'est que c'est un souci pour l'organisation de la soirée quand même. Pas d'autre. Je le mets au vote. Allez, donc 3 votants. Monsieur Chastrus. Allez, tout le monde est d'accord. Merci. C'est voté à l'unanimité. Ensuite, je vais passer la parole à Pierre-Richard Trou. On a parlé de la bonne santé, du nombre de médecins qui avaient du parcours MED, des bourses aux études pour les étudiants en médecine. Il y a un ajustement qui est prévu et c'est peut-être une bonne chose. Merci Monsieur le Président. Alors peut-être pour les membres du Conseil communautaire, ça sera une redite pour les membres du bureau, mais vous faire une petite état d'actualité de l'attractivité médicale concernant les médecins qui arrivent sur notre territoire. Monsieur Delacour, le directeur de l'ARS, vous a parlé tout à l'heure du besoin de renouveler les médecins. On en a 40, comme il vous a dit, sur le territoire, mais le territoire du Lot le plus pourvu en médecins généralistes, mais malgré la démographie et la pyramide des âges, il nous faut renouveler. Donc en ce moment, on est en contact avec 6 nouveaux médecins sur le territoire de Coval d'Or. En premier, le docteur Morgan Yosen, qui est, comme l'a signalé le président
tout à l'heure, la première médecin bénéficiaire des bourses d'études Parcours-Med qui vient d'être thésée et qui attaque par faire des remplacements, notamment à Sousserac-en-Quercy, à la maison de santé, pour remplacer le docteur Potapov et Charazak. Et donc, voilà, on peut se féliciter de cette première, alors c'est pas une installation, hein, mais le premier exercice sur notre territoire d'une étudiante bénéficiaire des bourses dont on va parler dans quelques instants. En second, le Dr Tis, c'est une médecin tunisienne qui est arrivée il y a une semaine à l'hôpital de Saint-Céré avec la spécialité de gériatrie. Là aussi, c'est une médecin que nous avons trouvée et fait venir grâce au travail de l'équipe de la DGPOP. Et donc, elle va bénéficier d'une convention avec l'hôpital de Saint-Céré pour effectuer 2 années de stage, pas qu'à l'hôpital, mais notamment ici, suite à l'obtention de ces équivalences, puisque vous savez que pour les médecins qui ont des diplômes étrangers, il faut faire preuve de nouveau des équivalences et d'une pratique encadrée avant de pouvoir exercer à titre individuel. Donc voilà pour la deuxième médecin. Le troisième médecin, il a rendu un grand service lors de la rave party à Mont-Volant. C'est le docteur Zim qui est arrivé de Polynésie française il y a quelques semaines. Ça s'est fait en quelques jours et lui, il a voulu attaquer pour connaître le territoire, à faire des remplacements. Il est arrivé courant avril. 4 jours après son arrivée, il commençait à faire des remplacements. Avec l'aide de la CPTS, donc des professionnels de santé, on lui a trouvé des semaines de remplacement jusqu'à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, il est en instance d'installation sur une des maisons de santé présentes sur notre territoire. Je ne peux pas vous dire encore laquelle, puisqu'il est en attente de son accréditation de par l'ordre des médecins du Lot. Mais voilà, c'est un médecin qui est pas très âgé, mais qui a bourlingué un petit peu. C'est un ancien médecin militaire, ancien chirurgien vasculaire également. Voilà pour le troisième. Le quatrième, c'est une endocrinologue qui vient s'installer sur le territoire. Avec son compagnon, ils achètent une affaire sur le territoire. Elle va consulter 1 jour par semaine à la MSP de Souillac et ensuite elle sera à l'hôpital de Gourdon. Le cinquième, c'est un médecin qui habite depuis quelques mois à Bétail et qui devrait rentrer pour exercer dans le futur centre de santé qui s'appelle SIC Santé Bétail, qui est porté par la commune de Bétail, la commune de Puybrun et des entreprises locales qui vont rentrer dans cette fameuse SIC. Et pour terminer, nous avons reçu il y a quelques jours un médecin grec qui est en prospection sur Covador, mais pas qu'ici. Donc on espère lui avoir montré des choses intéressantes. Un médecin généraliste grec qui n'est pas très âgé et qui serait relativement intéressé quand même pour venir sur notre territoire. Voilà un petit peu l'actualité. Médecin généraliste, mais pas que. Et vous avez vu que nous avons le médecin ORL qui travaille très bien sur Martel, qui a une patientèle maintenant quasiment complète. Donc on a de la réussite grâce au travail qui est fait par nos équipes, mais aussi l'attractivité qui est faite par l'Office de tourisme de la vallée de la Dordogne, par la CPTS du Nord du Lot. Donc tout cet écosystème contribue à l'attractivité de notre territoire. Voilà, je vais embrayer maintenant, excusez-moi pour la longueur de cette présentation, mais je vais embrayer maintenant sur la proposition de révision, de modification des aides Parcours-Med, qui a été travaillée par la commission des services à la population suite à diverses demandes. Alors, il y a eu d'abord des sollicitations d'étudiants, parce que jusqu'à présent, nous n'aidions que les étudiants en médecine générale, et on a eu des demandes donc des étudiants qui étaient partis dans des études de spécialité. Nous avons regardé ce qui se fait aussi sur les départements voisins. Nous avons pris attache avec l'ARS et la CPM pour savoir qu'est-ce qui était le plus pertinent de pouvoir mettre en place.
Et la proposition qui vous est faite, c'est de faire évoluer le dispositif à budget quasi constant en ajoutant certains niveaux d'aide pour des spécialités de médecine ou pour d'autres métiers de la santé. Alors je vais faire assez vite puisque vous avez eu les tableaux et les propositions de délibération et de convention. On peut vous proposer de faire ces modifications de nouveaux métiers qui vont être aidés en faisant quelques adaptations sur l'aide actuelle pour les étudiants en médecine générale. On ne change pas l'aide de la première année de 800 €, on modifie un petit peu les aides de la deuxième à la sixième année et on reste quasiment identique pour les aides à l'internat. Et par contre, donc, on vous propose d'aider aujourd'hui deux types de filières différentes, donc les autres spécialités de médecine, c'est sur la slide suivante. Je vous remercie. Donc on vous propose d'aider les formations en pédiatrie, psychiatrie, gynécologie, dermatologie et gériatrie pour les autres spécialités de médecine parce que ce sont des métiers en très forte tension et qui pour certains ne sont pas prisés par les étudiants en médecine. Donc on pense qu'une aide, une bourse d'études peut peut-être inciter des étudiants à partir s'engager dans ce type de formation. Donc vous avez les montants d'aide qui sont proposés par la commission. Et ensuite, nous avons les autres filières qui concernent l'odontologie, la pharmacie et la kinésithérapie, où là, on a aussi des métiers qui sont en tension, forte demande et peu de propositions aujourd'hui d'installation sur notre territoire. Voilà. Et donc le dernier tableau vous montre qu'on essaie de rester dans le coût constant, dans l'enveloppe budgétaire qui est fixée depuis le début, en modulant le nombre de futurs étudiants qui vont être accrédités aux bourses, c'est-à-dire que dans ces nouveaux métiers, on ne prendra pas 3, 4, 5 ou 10 étudiants de chaque nouveau métier, on en prendra un qu'on suivra pendant tout son cursus de formation pour essayer de ne pas faire exploser le budget. De toute façon, c'est toujours le budget qui nous fera, à un moment donné, arbitrer sur le nombre d'étudiants que l'on pourra prendre en accompagnement. Voilà, je vais faire assez vite pour cette partie-là, et s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Thierry ? Oui, monsieur. J'arrive pas à lire le tableau, peu importe, mais j'ai une question très précise, ou alors j'ai mal compris. Par exemple, je lis, pour les internes en médecine générale de la 7e à l'administration, le montant de l'aide est de 5 000 € ou 3 000 €. Mais est-ce qu'il y a des internes qui sont dans ce cas? Est-ce que vous avez les chiffres? Ces chiffres-là, je ne comprends pas très bien. Est-ce que, par exemple, tu peux me dire combien tu as d'internes en spécialité pédiatrie, psychiatrie, gynécologie, dermatologie, qui sont entre la 7e et la 10e année, qui sont actuellement, qui reçoivent, on n'a pas le droit de connaître les détails. Ben justement, on n'en a pas, puisque aujourd'hui, on n'aidait que les formations en médecine générale. Alors, est-ce que tu as les chiffres En médecine générale, aujourd'hui, on avait donc la docteure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était boursière au niveau du dernier pilier, et qui s'était engagée pour faire des remplacements, donc qui bénéficiait de 2 500 € par an. Et on a les prochains qui vont rentrer en internat, qui étaient en 6e année, que l'on va recevoir dans l'été pour savoir s'ils s'engagent et si on leur verse des bourses d'internat. Voilà. Par contre, de la première à la 6e année, plus la médecin qui est en train de venir travailler sur le territoire, nous avions 22 personnes aidées pour la campagne 2024-2025. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations? Et s'il n'y en a pas, je vais au vote. Ah oui, si, je l'ai fait, mais... Ah, c'est bon. Allez, c'est voté à l'unanimité.
Merci. Donc, c'est pour la bonne cause et c'est vrai que pour l'instant, on constate que c'est plutôt positif pour le territoire. Point suivant, 10e, et là je passe la parole à Marielle Alary pour les problématiques RH. C'est bon. Oui, bonsoir à tous. Donc je vais vous proposer 3 délibérations. Dont 2 me paraissent des avancées importantes concernant la RH. Alors, la première, c'est la 10, c'est une création d'emploi 3 heures. Donc, 3 heures qui vont permettre de compléter un poste qui, lui, va permettre d'effectuer un remplacement pour un départ à la retraite. Voilà. Les heures qui restent ne sont pas suffisantes, donc nous créons un poste de 3 heures. Voilà. Ça, c'est la première délibération. C'est un agent de service d'entretien des locaux. Les entretiens des locaux du gymnase. Oui, c'est une obligation de créer un... Et du coup, dans la foulée, bien sûr, on modifie le tableau des effectifs. Donc, est-ce qu'on le vote en même temps? Oui. C'est la même délibération. Micro, monsieur le ministre. Ah oui, excuse-moi. J'ai une question. Adjoint technique 3 heures, c'est bien. Théoriquement, c'est 35 heures. Quid des 32 heures? C'est un complément, voilà. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Je le mets au vote. Ah, je sais pas. Non. C'est pas ça. C'est pour le... Ah, c'est quelqu'un de Sous-Serrat. Oui. Si on a trouvé, on a dit qu'il est de Sous-Serrat. Allez. S'il vous plaît. Allez. On peut les mettre au vote? Alors, Monsieur Jardel. Ça marche pas. Allez, on arrive à la scène. Merci. C'est voté à l'unanimité. Et je connais Marielle. Alors, le deuxième point concerne le règlement intérieur que vous avez tous eu en annexe. Alors, je veux bien vous le lire si vous me le demandez. Donc, il existait un règlement intérieur qui était plutôt un règlement, qui était un règlement assez stéréotypé qu'il fallait quand même mettre à jour par rapport à la spécificité de Coval d'Or et pour coller davantage aux pratiques de Coval d'Or. Donc, c'était la demande aussi des délégués du personnel. Ce règlement intérieur que nous vous proposons, que vous avez donc en annexe, il émane d'un groupe de travail qui a été constitué, qui a travaillé pendant plus d'1 an, et qui permet, entre autres, alors si on doit peut-être relever un point ou deux intéressants, de mettre en place notamment les cycles de travail, de bénéficier donc de 37h30 par semaine pour ceux qui le souhaitent, avec 15 jours de RTT. Bon, ça c'était un point important quand même, demandé aussi par les représentants syndicaux, parce qu'on était, si on fait un peu le tour des EPCI, on était un EPCI dans lequel il y avait 5 semaines de congés payés, point. Et c'était pas forcément porteur sur les embauches. Voilà. Et c'était demandé. Donc ce règlement intérieur, il a été
donc approuvé, on va dire, en CST, sur 2 CST. Il y a un article, on va dire, qui posait problème, mais c'est bien d'être transparent. Mais le CST s'est engagé à évaluer ce règlement intérieur au bout d'1 an et éventuellement de faire des amendements ou des retouches si c'était nécessaire. Voilà. Donc s'il est adopté ce soir, il remplacera le précédent règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des interrogations? Non. Oui. Et bien, je vais le vote. Allez, c'est voté à l'unanimité, merci. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose pour l'ensemble des salariés. Allez, on passe au dernier point, avant une question diverse. Alors, c'est le RIPSEP. Alors là, c'est pareil, je peux vous lire toute la délib, si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir. Donc, le RIPSEP, vous savez tous ce que c'est, puisqu'il est obligatoire, et la mise en place a été obligatoire dans les communes. Donc, à Coval d'Or, il y avait plusieurs délibérations qui s'étaient succédées concernant le RIPSEP, une rajoutant un point à la précédente, etc. Et il y avait des manques, et donc c'était là aussi une demande des représentants du personnel, mais pas que, d'essayer d'harmoniser la part IFSE, puisque le RIPSEP se décompose en 2 parts, l'IFSE et le CIA, d'harmoniser la part IFSE parce que suite, ou en tout cas dans la construction de la grande communauté, eh bien, les IFSE s'étaient agrégés, mais pas harmonisés. Donc régulièrement de gros écarts étaient soulevés par les représentants du personnel, voire les personnels eux-mêmes. Et donc, de la même façon, un groupe que pour le règlement intérieur, un groupe de travail a été mis en place pour définir des critères, ce qui n'était pas fait dans la première délibération, donc des critères d'évaluation, donc qui se décomposent, on va dire, en 2 parties, puisque dans l'IFSE, il y a les critères qui sont liés à la fonction, au poste, puis il y a les critères d'expertise qui sont liés à la personne. Donc, notre DGS, Corinne Higo, a fait un gros travail sur l'évaluation, sur la mise en place des critères. Puis, ce travail a été comment dire, affiné par le groupe de travail. Puis, nous l'avons présenté au CST. Sur un premier CST, le principe a été validé, mais quelques ajustements ont été demandés. Et donc, suite à cette demande, nous avons réuni un CODIR et les critères ont été affinés avec les chefs de service. Donc, ensuite, les critères ont été pesés financièrement. Vous vous souvenez peut-être qu'on a voté la somme de 80 000 € au budget de 2025 afin de réévaluer donc ces IFSE à partir du mois de mai, de manière rétroactive si on le vote ce soir, donc jusqu'à fin décembre, 80 000 €, ce qui permet, dans une harmonisation, de faire monter l'IFSE de plus de 80 agents, sachant bien sûr qu'on a bien décidé que ceux qu'on devrait baisser, puisque quand il y a une harmonisation, évidemment les plus hauts pourraient aussi être baissés, bien sûr ne le seront pas. Voilà, donc le dernier CST a validé, alors non pas les 80 000 €, mais la grille de critères d'évaluation.
Voilà, et ce que je vous propose ce soir, c'est une seule délibération qui annule toutes les autres, qui étaient des petits morceaux de délibération et qui ne feront qu'une délibération sur les critères d'évaluation, l'IFSE, la CIA, le CIA, le FBI, et voilà. Et écoutez, si la dernière, c'est pas facile. Et par contre, vous le voyez, la délibération définit donc des groupes d'emploi, parce que c'est obligatoire, et définit dans le tableau, évidemment que vous avez tous bien regardé, des plafonds, mais les plafonds qui ont été repris ici sont les plafonds proposés par l'État. Voilà, on n'a personne qui atteint ce plafond, que les choses soient claires, actuellement. Voilà, je pense que j'ai terminé. Merci Maria. Je voudrais compléter. Je voudrais remercier l'ensemble des personnels qui ont travaillé à ce sujet, à ce dossier, parce que je pense qu'il est hyper important d'harmoniser au bout de 10 ans la rémunération de nos salariés et qu'il y ait une base solide et unique d'emploi et de rémunération de nos salariés. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va pouvoir avancer. Alors cette grille va nous permettre aussi d'avoir, quand on va embaucher du personnel, les embaucher avec des critères identiques pour tout le monde. Après, bien sûr, il y a l'expertise de chacun et l'expérience qui fera une différence à la fin, mais la base, il y a une base pour tout le monde, en fonction des métiers qui sera la même. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et aussi, dans l'évaluation, dans l'entretien annuel de chaque salarié avec le responsable, ça sera aussi une bonne base de travail, de vérifier si chaque personnel correspond bien à la grille, parce qu'il y a un certain nombre de critères. Le tableau, on ne vous le montre pas, mais je crois qu'il y a une trentaine, une quarantaine de critères au total. Oui, voilà. Donc, et voilà, si on veut tous se regarder, le critère, il est complexe, mais il permet vraiment d'avoir un travail intéressant et avoir une bonne base de travail pour tout le monde. Alors c'est sûr, il y a des gens qui pensaient pouvoir être revalorisés, mais ils le seront pas cette fois-ci, ils le seront la prochaine fois. Et puis, voilà. Il ne faut pas oublier non plus que l'expertise, l'implication de chacun, ça fait partie de la différenciation de rémunération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors je vois que c'est vraiment la fin de la soirée, vous êtes fatigué. Pas de questions, mais j'ai mis au vote. Allez, tout le monde a voté, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour le bien de la collectivité et de l'ensemble de ses salariés, donc c'est une belle avancée, merci pour eux. Alors, avant de passer aux questions diverses, je sais qu'il y en aura quelques-unes, je vais réparer un oubli que j'ai tout à l'heure à l'ouverture. Je vais présenter un nouveau collègue qui est arrivé à la direction générale. Alors je vais présenter un nouveau et je vais le faire en conseil communautaire, qui va bien m'en excuser. Donc je présente M. Samuel Cardona, ici présent, il va se lever. Donc il remplace Martine Salué à la direction de la population. Alors s'il veut se présenter, il est timide. Non, pas trop. Non mais je peux... Tout le monde m'entend. Non, prenez le micro, prenez le micro. Allez, marche. Écoutez, Monsieur le Président, merci encore une fois de me présenter, puisque j'ai été présenté un certain nombre de fois à différents instants. Donc Samuel Cardona, voilà, j'étais DG à Limoges, sur un périmètre qui est à peu près équivalent à celui que j'ai le plaisir d'avoir à charge avec le Val d'Or. Et donc moi j'ai fait une carrière de territoriale à Dunkerque dans un premier temps, puis à Limoges. J'ai été longtemps directeur des sports, DG à Limoges depuis 2020.
Et surtout, j'ai des origines familiales dans ce territoire, notamment à Pinsac et Clé-Saint-Sac. Ma famille maternelle vivait autrefois, et donc j'ai le plaisir de revenir, de boucler la boucle, comme on dit maintenant, et je suis ravi de vous retrouver, de travailler avec vous. Merci, M. Cardona. Alors, les questions diverses. Oui. Non, on laisse la parole. Je ne vais pas retourner en arrière parce que le débat. Je sollicite 15 minutes pour le prochain conseil. Le sujet sera le centre des congrès dans tous ses états. Je vous remercie de me l'accorder. Je prends note. Et on verra le prochain conseil. Allez, monsieur, d'autres questions? Oui. Oui, je voulais juste effectivement savoir par rapport aux opérations, concernant les opérations au cœur de village, puisque effectivement les deux ETR ont été alloués. Donc deux questions. La première, effectivement, quel est le mode, puisqu'effectivement les sommes attendues ne sont pas celles que l'on a effectivement que l'on aura. Donc quel est le mode de répartition qui va être effectivement choisi? Et deuxième point, c'est le calendrier, parce qu'effectivement on est déjà début juin. Donc en termes de calendrier pour le lancement des appels d'offres, hein, donc quel est le calendrier que vous pensez pouvoir mettre en place? Merci. Alors, concernant les deux ETR, les 4 dossiers d'ETR qu'on avait déposés cette année au titre de Corridor, parce que village, alors l'enveloppe globale qui correspond à c'est un montant de 728 000 euros, je vais arrondir, je passe des centimes, 728 000 euros, on a une enveloppe totale de 500 000. Alors, au début, moi je pensais que ce serait à nous de faire la répartition. On avait envisagé une répartition au poids sur ce dossier-là. En fait, non. La répartition nous a été donnée par les services de la préfecture. Donc, les montants attribués qui seront donnés, qui sont par dossier, sont fixés par les services de la préfecture. Bon, on les a reçus, mais bon, comme a dit Madame la préfecture, elle va notifier les montants dans le mois de juin, par courrier. Mais on les a, après ils sont en train de les ajuster, mais à quelque chose près, on les a aujourd'hui. Voilà. C'est sûr qu'on perd de ça. C'est elle qui a fait la répartition. C'est pour ça. Après, ça sera la répartition, comme on fait d'habitude, le reste à charge en fonction des travaux qui sont réalisés et des plus-values qui sont à supporter par la communauté. Voilà. Mais, juste une précision que j'avais apportée en bureau, puisqu'on avait eu le plan de financement. Donc comment ça marche les cœurs de village? On regarde l'enveloppe globale, on regarde le niveau de subvention, et puis ce qui reste est partagé en deux entre la commune et Covaldor. La règle de base, c'est ça. Sauf que sur certains dossiers, on l'a vu l'autre jour, si toutefois les pourcentages de subventions sont maintenus, il peut arriver que si on partage en deux le reste après les subventions, le fonds de concours apporté par la commune à Covaldor amène Covaldor à un pourcentage de subvention de plus de 80%. Donc ce qui est pas bon, enfin ce qui est pas bon, qui est pas logique et qui est pas légal, réglementaire. Donc dans la répartition finale, la commune n'aura à rendre à Covaldor que la part qui amène à 80. Et pas forcément, et ce sera très probablement en deçà des 50-50. Donc en fait, Covaldor paiera un petit peu plus parce qu'elle ne pourra pas dépenser le 80% de subventions comme c'est le cas dans les communes. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais sur un dossier à 1 million par exemple, s'il y a 30% de subvention de l'État, enfin, si on arrive à 700 000 euros de subvention, donc 70%, il resterait 300 000. 300 000, ça fait 30%, et la commune ne pourra donner que 10%. Et qu'on va donc perdre tout le reste, puisque sinon on dépasserait les 80% de subvention. Parce que ce que verse la commune à Covaldor, au final, est compté comme une subvention. Pareil.
Donc il ne faut pas dépasser les 80. Donc c'est plutôt sur les dossiers favorables aux communes. Parce que ce sera au plus 50% et moins si les 50% font dépasser les 80% à Corridor. Après, ça sera arbitré en fonction de chaque dossier, la nature des travaux qui sont faits et la qualité de ce qui est retenu. Voilà. Et on sera réellement à la fin que quand on aura toutes les solutions perçues. Est-ce qu'il y a... Oui, Dominique. Oui, c'est juste pour répondre peut-être sur le dernier point, donc en termes de calendrier, on a une réunion qui est prévue donc, le 12 juin pour donner des priorisations dans le secteur de village. D'ores et déjà, donc, on va regarder un petit peu ces secteurs de village, les études, à quel point elles en sont, donc effectivement, et peut-être même commencer à lancer un petit peu les maîtres-œuvre, donc bien sûr avec les formalités administratives requises, donc pour qu'ils puissent commencer à travailler dessus et commencer à monter les plans de charge. Donc à partir du 12 juillet, peut-être qu'on vous dira de commencer un petit peu. Oui, je voudrais vous parler très brièvement avec vous de mobilité. Donc la mobilité, c'est un élément essentiel de la transition écologique. Alors vous allez me dire pourquoi, vous allez me dire ça très justement d'ailleurs, pourquoi je vous parle de mobilité alors que nous avons fait le choix de ne pas prendre la compétence mobilité, je crois que c'était en 2020. Donc la compétence mobilité est revenue de droit à la région, mais qui dans l'intervalle a travaillé, donc est en train d'élaborer le contrat opérationnel de mobilité à l'échelle de ce qu'on appelle un bassin de mobilité, c'est en gros Grand Figeac plus Corval d'Or. Et donc la région nous sollicite pour valider ce contrat opérationnel de mobilité et éventuellement participer à des actions qui pourraient aussi éventuellement être déléguées en totalité ou en partie à la Comcom. Voilà, donc pour répondre à la région, la commission développement de la transition écologique met en place un groupe de travail sur cette question de la mobilité qui concrètement devra prendre connaissance du diagnostic de la région en termes de mobilité et proposer des actions coordonnées avec la région en la matière. Donc ça peut être du covoiturage, des mobilités douces, de l'intermodalité, etc. Donc nous mettons en place un groupe de travail. Vous avez reçu en mairie un mail vous informant de la mise en place de ce groupe de travail. Il y a déjà des membres de la commission qui se sont proposés. Mais si vous-même ou des conseillers municipaux de vos communes sont intéressés et compétents dans ce domaine pour réfléchir ensemble des actions communes, ils sont les bienvenus. La première réunion de ce groupe de travail est prévue le 11 juin, mercredi prochain, à 18h à Devac. Voilà, merci. Ok, oui. Oui, c'est Thierry. Oui, bonsoir Président. Deux questions vraiment diverses. La première, sur les parcs solaires. J'ai la chance d'être dans une commune de Corse centrale où le terrain n'est pas très cher, où j'ai plus de brebis au kilomètre carré que d'habitants. Et j'ai des investisseurs qui ont envie de faire des champs solaires sur des terrains agricoles. La Chambre d'agriculture est plutôt pour, le parc est contre, mais n'a aucun pouvoir. Et on me demande de me positionner, de donner un avis. Je voulais avoir l'avis de Corridor, de la communauté commune, si elle peut en donner ou si elle en a un. Déjà, parce que je trouve qu'il y a des aberrations. Je suis sur le côte central, on n'a pas d'habitants, pas de consommation. Et on fait des tranchées de 15 à 20 km pour aller injecter dans des postes centraux, parce que on n'arrive pas à comprendre. Et la deuxième aberration, c'est que grâce à ça, on a des propriétaires ou éleveurs qui vont toucher le jackpot en apportant des nuisances sur tous les voisins, tous les riverains, tous les habitants qui passeront dans le village. Ça, c'était la première question. Donc c'est juste un avis, parce que j'ai peut-être pas tout suivi. Et la deuxième chose, ça aussi j'ai pu le louper, mais au niveau assurance, vous en êtes où à Corridor? Alors, merci. Je vais répondre à la deuxième déjà. Je te rassure, on est assuré et les camions roulent. Alors la problématique a duré 15 jours de blocage de tous les véhicules de Corridor. Et on a pu trouver un assureur français qui a repris l'ensemble de la flotte
au niveau assurance. Voilà. Et je remercie encore l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour qu'on arrive pour diminuer la durée et trouver une solution rapidement. Je remercie aussi les communes qui ont participé à aider au ramassage des ordures ménagères et de solutionner les côtés des camions et organiser pour qu'on puisse le faire rapidement. Bon, c'était une belle opération. C'est sûr que c'est pas à recommencer rapidement parce que c'est quand même de gros soucis à régler. Pour la première question concernant les parcs photovoltaïques, je te comprends tout à fait et aussi on est fortement sollicité et Dominique aussi il répondra et continuera à compléter la réponse par l'ensemble des dossiers qui nous sont remontés régulièrement à des distances plus ou moins longues des postes sources, avec la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde dit on va se raccorder à rien, sauf que Rignac déjà, il faut le raccorder pour que le verrou se fasse, et une fois que le verrou sera fait, je ne sais pas quand, et je ne sais pas s'il restera beaucoup de place pour quelques dossiers et pour quelques parts derrière. Voilà, ça va forcément à un moment donné, c'est-à-dire avant la fête, il y aura une saturation importante. Voilà. Moi, je pense que les porteurs de projets, il faut les inciter avant de dire on monte le dossier, on le lance et après on voit comment on peut se raccorder au poste de source, c'est se poser la question inverse, de dire aussi que je peux me raccorder, sachant qu'il y a déjà sur Lignac, il doit y avoir 7 000 dossiers de raccordement en attente. En plus de verrou. D'accord. Et l'Irolo déjà, il faut, le poste de Rignac est quasi saturé, il faut tout augmenter pour qu'il y ait des raccordements possibles. Et bien sûr que la priorité sera faite à Verrounou en premier, je suppose au niveau de l'État. Mais voilà. Je ne vais pas m'avancer plus. Dominique, si vous complétez. Oui, alors concernant le photovoltaïque au sol, je crois qu'il y a un avant et un après décret agrivoltaïque. Alors jusqu'aujourd'hui, on est encore dans l'avant-décret, parce qu'il faut que le document cadre dont Pierre-Antoine Morand a parlé tout à l'heure soit définitivement adopté pour qu'on passe dans l'après-décret. Donc dans l'avant-décret, on était sollicité plus de part, on avait plus de 50 projets en cours d'instruction à tous les niveaux, rien qu'à Coval d'Or. Donc ça va se terminer. Alors, maintenant, il y aura deux cas de figure. Pour qu'un projet photovoltaïque au sol puisse se faire, soit il est agrivoltaïque, c'est-à-dire il se fait sur des terres agricoles, avec un cahier des charges assez précis. Certaines choses qui se discutent, mais bon, avec par exemple un taux de couverture maximum du sol de 40%. Il y avait un projet de loi à l'Assemblée nationale pour limiter la surface des installations agrivoltaïques à 5 hectares. C'est toujours en discussion au Parlement, mais pour l'instant c'est plutôt repoussé. Voire, on discute maintenant au Parlement d'une limite à 10 hectares sur l'agrivoltaïque. Bon voilà, donc soit ce sont des installations agrivoltaïques qui doivent recevoir un avis conforme de la CDPENAF, c'est-à-dire remplir un certain nombre de critères pour être qualifié d'agrivoltaïque, c'est-à-dire ne pas compromettre la production agricole, faire en sorte que la production agricole soit toujours la destination dominante du sol. Voilà, il y a un certain nombre de critères, tout se discute, mais il y a un certain nombre de critères. Voilà, donc soit c'est agrivoltaïque, soit ça ne l'est pas. Alors si ça ne l'est pas, ça doit rentrer dans ce que le DDT appelle le document cadre, qui n'est pas complètement finalisé, mais qui va l'être d'un jour à l'autre. Donc dans ce document cadre, en fait, pour faire simple, au niveau de Coval d'Or, il n'y a rien, quasiment rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être vu passer l'enquête publique, qui était incompréhensible, mais qui identifiait des zones agricoles en friche, c'est-à-dire exploitées qui ne sont pas exploitées depuis, je crois, 10 ans, etc. Donc il y avait des confitis un petit peu partout. Bon, en fait, tout ça, ça a été balayé. Et en gros, pour Coval d'Or, il y a 6 sites qui vont être proposés dans le document cadre sur les communes d'Angar-Nozac, Baladou, Carlucé, Lanzac, Padirac et Souillac. Mais ce sont des surfaces limitées.
Alors à part sur l'Anzac, il y aurait une surface de 6 hectares et demi identifiée. Et c'est des surfaces limitées qui vont de 2300 mètres carrés à donc 6 hectares et demi. Donc il n'y aura que si, dans le document cadre, alors gardez ça pour vous s'il vous plaît, parce que pour l'instant il n'est pas approuvé, mais pour vous donner la configuration, donc il y a très peu de choses. 6 sites de taille limitée dans le document cadre, c'est-à-dire sur des terres agricoles, mais des installations non agrivoltaïques. Alors, ça c'est sur les terres agricoles. Après, il y a tout le reste, c'est-à-dire sur d'anciennes carrières, il y a 14 items qui sont repérés par le décret agrivoltaïque et qui, eux, ne posent pas de difficultés, enfin pas de difficultés, moins qui ne demandent pas une instruction d'un volet agricole très poussé, puisque c'est les parkings, les anciennes carrières, les zones anthropisées, les sols dégradés, etc. Donc là, il y a une certaine automaticité des installations photovoltaïques sur ces surfaces non agricoles. Très peu de surfaces, pour faire bref, sur les surfaces agricoles sont fléchées dans le document cadre. Puis après, il y a la question de l'agrivoltaïque qui va se heurter à deux choses très rapidement, c'est déjà le cas aujourd'hui, le prix de rachat d'électricité qui a considérablement baissé et les possibilités de raccordement qui, globalement, au niveau du département, sont déjà saturées. Voilà. Pour faire très bref. Oui, Alexandre Maronier. Merci Président, merci pour ces explications. Concernant le photovoltaïque, moi je crois qu'il y a aussi une question fondamentale à se poser, c'est qu'il y a le côté financier, il y a le côté bien sûr écologique, énergie renouvelable, et moi sincèrement je ne sais plus exactement où on en est, parce qu'il y a plein de projets qui se développent. Je ne sais pas si c'est pour la production d'énergie renouvelable pour avoir une certaine autonomie, ou est-ce que si c'est avant tout des projets financiers pour dégager des bénéfices et donc faire de la production locale. Je rappelle qu'on est quand même dans un territoire qui dépend donc déjà d'une énergie renouvelable qui vient des barrages, donc on va se mettre à produire de l'énergie solaire, c'est très bien, mais déjà EDF commence à dire depuis quelques années qu'il produit des kilowatts négatifs, notamment l'été. Parce qu'on parle de tous ces projets, en effet, sur des territoires, en effet, qui n'ont pas forcément d'enjeux agricoles fondamentaux ou autres. Il y a aussi l'enjeu paysager, à mon avis, qui est intéressant d'étudier, parce que mettre du photovoltaïque partout, je pense que ça peut aussi avoir une atteinte sur notre territoire, et peut-être une atteinte au fur et à mesure sur la vie économique, le tourisme, etc. Et après, faire gaffe au pic de surproduction, de quoi le territoire a besoin, qu'est-ce qu'il pourra exporter, parce que voilà, je vous dis, les barrages produisent déjà de bonnes quantités. Il y a des particuliers aussi qui installent beaucoup de photovoltaïques, et tout ça, on n'a pas de données, on n'a pas de chiffrage, on ne sait pas est-ce qu'on a atteint, entre guillemets, le quota qui serait nécessaire pour notre territoire, parce qu'en effet, des projets comme ça, je pense qu'on peut en avoir plein, énormément. Les agriculteurs, c'est vrai que ça peut être un complément pour eux. Alors le système a fait d'eux des planteurs de formulaires et des producteurs de primes. Est-ce que le système va en faire aussi des producteurs de kilowatts? C'est pareil, je ne sais pas. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de questions de co-vendor. Et on avait fait une charte à un moment donné, et je ne me rappelle plus, moi, le contenu de cette charte. Est-ce qu'on pourrait nous le rappeler, s'il vous plaît? Oui, je voudrais donner une information. J'étais la semaine dernière à une réunion du comité de Massif Central où j'ai rencontré une communauté de communes du sud d'Aveyron où ils sont en train de développer un système de photovoltaïque à consommation locale, proche des sources, des unités de consommation. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être pour éviter les connexions aux postes sources, les problématiques de connexion, et d'éviter aussi des gros champs de photovoltaïque, pour voir si vous pouvez faire des unités plus petites mais proches des points de consommation et en fait proches des entreprises. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde vraiment de l'autre côté, parce que je pense que c'est une des solutions qui peut être intéressante au développement local. Voilà. Il y avait une question. Pardon, si tu me permets de répondre à Alexandre. Alors je ne vais pas répondre sur tous les points parce que ce serait un peu long.
Sur la charte photovoltaïque, elle reste de Nice, hein, cette charte, on pourra la rediffuser si vous le souhaitez. Je ne vais pas la représenter ce soir, ça sera un petit peu long. Alors, sur tes remarques, je suis entièrement d'accord sur beaucoup de points, et c'était le sens de ma réflexion à la préfète tout à l'heure, sur les zones d'accélération. On nous incite encore à définir des zones d'accélération. Il y a un vrai débat là-dessus, c'est qu'à Covaleur, aujourd'hui, on est déjà autosuffisant en électricité. C'est-à-dire qu'on produit l'électricité que l'on consomme sur le territoire. Donc il y a une question quand même à se poser, est-ce que ça a du sens d'en produire beaucoup plus que nos besoins? Alors Madame la Préfète dit oui, mais il faut penser à la solidarité régionale. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous on produise de l'électricité pour aller l'injecter dans les bassins de consommation à Toulouse ou à Montpellier. Ben, ça se discute quoi. Alors donc ça c'est la première question, c'est quand même il y a des débats essentiels. Deuxièmement, c'est produire des ENR, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que le deuxième volet, c'est la réduction des consommations. Et que là, on est beaucoup moins vertueux. C'est-à-dire autant on va vite sur la progression de la production d'énergie renouvelable, autant sur la réduction des consommations, on est beaucoup plus timoré. Je parlais de la mobilité tout de suite. Alors, on n'avance pas des masses, quoi, sur la mobilité douce, sur la mobilité décarbonée. On n'avance pas beaucoup sur la rénovation de l'habitat. On a fait des ateliers TEPOS il n'y a pas longtemps. Il faudrait qu'on rénove 2000 logements par an à Coval-d'Or, d'énergétique. On en est très très loin. Voilà, donc il y a un vrai débat là-dessus. Troisième chose et dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faudrait, à mon sens, investir aujourd'hui autant dans la production d'électricité renouvelable ou d'énergie renouvelable que dans le stockage de l'énergie. Parce qu'on va aussi dans un non-sens en termes de corrélation entre l'utilisation et la production. Et il est aussi important de stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, et localement, que de la produire réellement. Oui, Gaëlic. Après, alors, je rejoins beaucoup des interrogations qu'a soulevées Alexandre, et je ne suis pas là pour défendre l'agrivoltaïsme coûte que coûte, mais quand la préfète était là, Régis a parlé du sage-amand d'Ordogne. Donc le sage-amand d'Ordogne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait ce qui va régir le fonctionnement de différentes entités, barrages, irrigation, eau potable. Pourquoi je parle de ça par rapport au sujet des énergies renouvelables? En fait, je ne suis pas experte de l'hydroélectricité, mais en l'occurrence, lors du dernier atelier de travail sur le sage-amand d'Ordogne, on a eu une intervention fort intéressante sur les barrages hydroélectriques et sur la façon dont les barrages sont utilisés en France. Ils sont en effet très exploités, c'est une source d'énergie qui est fondamentale, mais il y a aussi des réflexions sur une optimisation de l'utilisation des barrages à travers l'électricité qui est parfois vendue à un prix négatif, ou en tout cas avec ce marché de l'électricité. Ça veut dire quoi? Alors je ne vais pas vous faire un résumé d'une journée de travail, mais en gros, on peut se dire l'été il y a trop d'électricité, mais en fait si on modifie l'utilisation de nos barrages pour les rendre encore plus efficaces et utiliser 2 fois l'eau, on a un barrage, sous le barrage on construit ce qui s'appelle une steppe qui renvoie l'eau sur le bassin du dessus. Et ça n'a pas trop été utilisé jusqu'à présent parce que l'électricité était chère. Mais dans un monde où on aurait l'été à des moments trop d'électricité, on va dire, parce que ça fonctionne beaucoup plus, on pourrait imaginer d'envoyer l'eau sur le bassin supérieur et du coup d'avoir de la réserve, puisque les barrages, c'est la seule énergie qu'on peut stocker et qui est fort utilisée. Je ne vais pas vous faire trop long, mais je crois que si ça vous intéresse et s'il y a la nécessité peut-être de retravailler la charte, je ne sais pas, on pourrait solliciter l'intervenant qui a fait la demi-journée sur ce sujet-là, parce qu'en fait, plus moi je travaille sur le sage-amand d'Ordogne, plus on se rend compte qu'en matière d'énergie, bien sûr, on est tenté de se dire l'énergie qu'on produit pour notre territoire, mais en fait, il faut essayer de raisonner un peu plus global, surtout dans un contexte où, en fait, depuis la guerre en Ukraine,
il y a des enjeux sur l'énergie qui dépassent l'échelon de la communauté de communes, du département ou de la région Occitanie. Voilà, c'était juste la précision que je voulais vous donner. Merci. Angèle, bon. Pardon. Donc, là, ça va être la prof de physique qui va parler. Donc, transporter l'électricité, forcément, il y a des pertes. Ça s'appelle l'effet Joule. Donc, effectivement, l'électricité ne se transporte pas bien parce qu'on va perdre une partie de l'énergie qu'on a produite. Donc, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il faut aller vers l'autoconsommation. Du coup, là, pas de poste source, c'est consommé sur place. Alors, effectivement, les agriculteurs qui veulent en tirer des bénéfices, eux, n'auront pas l'occasion de consommer cette énergie qu'ils vont produire. Donc, voilà. Et puis, il y a la problématique des paysages. Et puis, je termine sur les steppes, parce que, évidemment, en tant que prof de physique, j'ai enseigné ça. Donc, effectivement, quand vous avez de l'électricité que vous pouvez, enfin, de l'eau que vous pouvez ramener à une hauteur, ben, vous stockez, en fait, de l'énergie, parce que quand vous refaites tomber l'eau, vous reproduisez de l'électricité. Sauf que ces installations demandent du construit, enfin du bâti, et que ça a un impact écologique aussi, et que c'est particulièrement coûteux. Quand j'étais au Sénat, on avait évidemment avec des auditions avec EDF, qui ont plusieurs projets de STEP qui n'ont jamais été réalisés. C'est effectivement une possibilité, c'est quand même coûteux au départ de faire la chose. Donc, ce qu'il nous faut faire sur le territoire, effectivement, pour moi, à mon sens, c'est dans les communes, dans les entreprises, produire de l'électricité en photovoltaïque et le consommer sans passer par le réseau. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Oui. Le meilleur truc, c'est de moins consommer. Oui, c'est notre problème. Je pense que... Président, s'il te plaît. C'est bien, c'est l'autoconsommation, la production pour consommer, c'est bien. Mais le problème, c'est que, évidemment, on consomme moins d'électricité à l'EDF. Et il faut savoir que les fédérations vivent de la manne aussi de l'EDF pour entretenir les réseaux. Alors, c'est un peu... Il faut faire attention, parce que sinon... Oui, mais on ne sera jamais... Oui, mais on ne sera jamais... Enfin, si vous avez du photovoltaïque sur vos bâtiments, etc., ça ne suffit jamais. Et effectivement, le réseau est très important. On en a besoin. Voilà. Mais on en aura toujours besoin. Voilà. Et voilà, donc les réseaux restent là, il faut quand même entretenir que ça donne coup. Après, je veux dire, je connais des personnes qui travaillent dans des barrages. Les barrages, apparemment, ce sera aussi un peu l'avenir de la production électrique. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que tu me disais tout à l'heure qu'on avait suffisamment d'énergie pour notre consommation sur le territoire de Covaldor, et qu'on va produire pour les métropoles, tout ça. Il faut bien savoir que les métropoles auront besoin de notre territoire ruraux pour produire leur énergie. Il faudra être vigilant. Pour conclure, je pense, l'histoire des barrages sur la Dordogne, je pense qu'il y a, alors je peux dire les chiffres parce que lors de la visite du Chastel nous a donné, il y a à peu près le double des barrages sur la Dordogne, il y a la moitié des barrages qui sont des barrages de connexion sur la Dordogne, donc c'est des barrages de rétention d'eau et de stockage d'eau. Il y a beaucoup de... Voilà. Et il y a un système, ça existe déjà, le système de remontée de l'eau, et là, la téléphone. Allez, on va clôturer cet événement bien prolongé. Monsieur le maire de Souserac, si vous voulez dire un mot.